Bienvenue sur le podcast Digital Hobo. Alors je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui ici car c'est le premier épisode du podcast et avant toute chose je souhaite me présenter. Je m'appelle Romain, j'ai 22 ans, je viens d'avoir 22 ans et je suis un digital nomade. Alors si tu ne sais pas ce que c'est un digital nomade, c'est une personne qui est indépendante géographiquement. C'est-à-dire que je voyage de manière continue et mes sources de revenus viennent d'Internet. Alors dans ce podcast, on va parler de plusieurs choses. On va parler donc de voyage, on va parler un petit peu d'indépendance, on va aussi parler un petit peu d'entrepreneuriat, et notamment l'entrepreneuriat en ligne. On va parler plus précisément de e-commerce, on va parler de stratégie de digital marketing. Et aussi, on va venir interviewer d'autres digital nomades pour te donner toi aussi envie de goûter à ce style de vie. Et donc du coup, je vais te laisser sans plus attendre avec la première interview que j'ai réalisée avec Jean-Benoît. Alors Jean-Benoît, c'est un consultant en SEO qui est digital nomade depuis maintenant un an. Et il va nous expliquer comment lui et sa femme ont acquéri les compétences qui aujourd'hui vendent à des clients, comment ils ont fait pour trouver leurs premiers clients et quels sont leurs objectifs sur le long terme et comment ils voient leur futur de digital nomade. Je te laisse sans plus attendre avec la première interview. Salut Jean-Benoît, écoute, bienvenue sur ce podcast. Et donc en fait tu inaugures en fait la toute première interview que je vais faire sur un digital nomade. Alors je t'en prie, déjà de un, comment tu vas? Très bien, merci Romain, je suis ravi d'être le premier de cordée. Et écoute, tout va bien, je t'appelle depuis Séoul, il est 11 heures du matin et ravi d'être avec toi. Bah écoute, c'est super. Bah écoute, je vais te laisser t'introduire un petit peu, donc expliquer du coup ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu faisais avant. Et donc vas-y, on t'écoute. Alors je vais y aller très vite et puis tu me poseras plus de questions si tu veux qu'on rentre dans le détail. Moi je suis développeur de formation, je suis originaire de Tours, je suis monté à Paris pour les études. Et puis après 10 ans de vie professionnelle parisienne, où j'ai commencé par monter une boîte, puis j'ai travaillé en agence, puis j'ai travaillé chez l'annonceur. On a eu envie de faire un break avec mon épouse. On a fait un an de voyage autour du monde. Donc là, vraiment en mode break, congé sabbatique, on était en mode touriste. Donc c'était une année fantastique. Et assez rapidement, on s'est dit qu'on ce serait compliqué ou en tout cas qu'on n'avait pas envie de reprendre notre vie parisienne Oui, j'imagine. telle qu'on l'avait auparavant. Et assez facilement, on a décidé de devenir nomades digitaux, sachant qu'on avait déjà plus ou moins cette idée derrière la tête. C'était pas un projet hyper précis, mais on avait tout organisé pour s'offrir cette possibilité de continuer à voyager. Et donc depuis bientôt un an, alors on va bientôt fêter l'anniversaire d'ailleurs. Depuis bientôt un an, on est nomades digitaux, à bouger en moyenne tous les mois d'endroits. Et donc, ça fait du coup 2 ans qu'on voyage, un an en mode vacances tour du monde Mhm. et un an en mode travailleur, nomade digitaux. Ok, c'est super. Et donc du coup, tu disais, donc tu es développeur, c'est ça? Alors, oui, j'ai été très vite. Du coup, je suis développeur de formation, mais très rapidement, je me suis spécialisé dans le SEO. D'accord. Ma femme est complémentaire avec mon activité puisqu'elle a fait du SIA. Donc, pour ceux qui connaissent pas, SEO, c'est ce on parle de référencement naturel en français, c'est le fait de se positionner dans les moteurs de recherche de façon naturelle, donc sans payer. Et le SIA, c'est ce qu'on appelle le référencement payant. Et donc là, c'est le fait d'acheter des emplacements publicitaires sur Google, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur tous ces médias-là. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est notre activité. On vend à des clients des prestations SEO et SIA. D'accord. Donc en fait, votre business, c'est que vous êtes des consultants entre guillemets. Vous êtes un peu des freelancers. Euh, ouais, c'est exactement ça. Donc on vend à nos clients du temps de cerveau, entre guillemets, Mhm. qui permet de travailler sur leur projet. Ok. Et du coup, cette compétence, donc en termes, enfin, je vais parler pour toi. Pour le SEO, t'as appris ça durant tes études quand t'es monté à Paris? Alors non, pas du tout. À l'époque, il n'y avait pas du tout de formation SEO. Mhm. Maintenant, même aujourd'hui, il y en a quelques-unes, mais c'est encore très, très rudimentaire. Et donc, c'est vraiment un métier qui s'apprend sur le tas. La grande majorité des référenceurs sont des autodidactes. Et donc, moi, la façon dont j'ai découvert ce métier-là, c'était au lycée. Au lycée, avec quelques copains, on avait créé un petit atelier pour apprendre à développer des sites. Et donc là où mes
mes associés entre guillemets. On n'était pas des associés, mais on était des compères, on va dire. Mes compères étaient vraiment en mode geek, acharnés du code. C'était ça qui les passionnait. Moi, très rapidement, j'ai eu la curiosité de mettre un compteur de visite sur le site qu'on avait développé. Donc à l'époque, il n'y avait pas de Google Analytics, il n'y avait pas de solution aussi avancée. C'était vraiment un compteur de site qu'on mettait en bas de page de nos sites web. D'accord. Et je me suis aperçu très rapidement que la- le, le seul moyen pour faire progresser ce compteur, c'était que ce soit moi qui recharge la page. Autrement dit, personne d'autre que nous n'allions sur le site. Et c'est là que j'ai eu la curiosité, que je me suis intéressé à comment on fait pour obtenir du trafic d'autres personnes que nous sur un site web. Mhm. Et c'est là que j'ai découvert l'univers passionnant du référencement. Et très rapidement, c'est devenu une passion, et quelques années plus tard, c'est devenu un métier. Ok, donc là, pour le coup, dans ce domaine de compétences, t'es vraiment autodidacte, quoi. Donc t'as appris déjà depuis très longtemps et tu t'es, enfin, comment dire? Alors j'ai découvert ce métier de manière autodidacte. J'ai développé pas mal de compétences tout seul. Et ensuite, je suis passé dans mon parcours professionnel, je suis passé en agence. Et donc là, j'ai eu la chance d'être dans une agence qui était très réputée, très compétente sur sur un domaine particulier au différenciement. Et là, j'ai encore appris énormément de choses. Et c'est grâce aussi à ce passage en agence que j'en suis là aujourd'hui. Ok, d'accord, c'est super intéressant parce que, enfin, moi aussi, du coup, enfin, je travaille sur Internet et en fait, moi, je suis un peu, comment dire, dégoûté du SEO parce que je trouve que c'est extrêmement long à mettre en place. Ouais, exactement. Donc moi, je passe pas par là pour mes différents business. Et du coup, ta femme, comment, donc elle fait du SIA et donc elle l'a appris par quelle voie? Elle a utilisé des plateformes ou pareil, elle aussi, elle est autodidacte peut-être dans ce domaine? Alors là, pour le SIA, c'est un peu c'était moins un boulot de passionné, le SIA. Là où le SEO, c'est vraiment des gens qui sont rentrés là-dedans par passion et qui ont fait des milliers d'heures de tests à développer leur propre site. Le SIA, souvent le parcours un peu classique pour entrer dans ce métier-là, c'est que on fait une école de commerce, on fait un stage dans une agence, hein, et dans cette agence, on apprend le métier. Et donc ma femme, c'était un petit peu différent puisque elle avait déjà entamé sa carrière professionnelle. Ce qu'elle faisait ne lui plaisait pas forcément. Et puis, comme elle est assez analytique, elle aime les chiffres, elle aime l'analyse. Elle a découvert ce métier et elle s'est dit que ça lui plairait. Donc, elle s'est formée pour elle. Elle a passé ses certifications Google d'elle-même D'accord. avant de frapper la porte aux agences pour leur dire, regardez, je sais déjà faire ci, j'ai passé la certification tout seul. Est-ce que, est-ce que vous voulez bien de moi? Et c'est comme ça qu'elle est rentrée en agence et qu'elle a très rapidement montré que elle avait toutes les compétences et même souvent plus que des gens qui avaient suivi le parcours un peu classique de rentrer dans une agence en stage et développer les compétences ainsi. D'accord, et donc du coup, j'imagine qu'elle est passée par la formation gratuite de Google, c'est ça? En général, ils ont une petite formation gratuite sur le digital marketing et qui aboutissent à des certifications pro. Ouais, exactement, c'est ça. D'accord. Comme Google a envie qu'on dépense de l'argent chez eux, ils ont des Évidemment. supports de formation très bien faits. Et c'est comme ça qu'elle l'a appris. Et puis ensuite, elle avait mis un petit budget, alors pas grand-chose, je me rappelle plus des chiffres, mais quelques dizaines ou quelques centaines d'euros pour faire des campagnes réelles. Ouais. Alors, je sais même plus sur quel site c'était, mais elle a mis un peu de sa personne pour. Alors c'est bien les supports de formation, c'est bien la certification, mais tant qu'on n'a pas dépensé des vrais euros, euh, On n'a pas c'est, d'expérience, oui. Tout à on n'a pas fait. d'expérience, exactement. Et donc du coup, moi j'aimerais revenir sur le moment, sur l'événement ou la discussion. Bah du coup, tu l'as un peu expliqué, c'est surtout après ta longue carrière à Paris. Mais c'est vraiment, qu'est-ce qui a été le déclic en fait, où tu t'es dit, voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est me concentrer sur la mise en place donc d'un business en ligne, ou du moins d'une source de revenus en ligne, pour que je puisse avoir ma liberté géographique. Alors du coup, nous, ça s'est pas fait exactement comme ça. Le premier déclic qu'on a dû avoir, c'est pour le tour du monde. Le tour du monde, c'était un rêve de gamin. Alors je sais pas trop d'où ça vient. Peut-être du fait que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup voyager quand j'étais jeune. Je sais pas trop te dire d'où ça vient. Mhm. Mais depuis gamin, je me suis dit qu'un jour, je ferais un tour du monde. Et le problème, c'est que un jour, il est jamais très concret et il y a beaucoup de gens qui ont
des projets, des rêves à réaliser un jour, et sur leur lit de mort, ils se disent bah, zut, ce J'aurais dû. rêve que je voulais réaliser un jour, j'aurais dû, je l'ai pas fait. Mhm. Et, euh, et finalement, même si j'ai que 30 ans, ça en prenait un petit peu le chemin, puisque bah, tu vois, une fois que tu as commencé ta carrière, en plus moi j'étais correctement payé, j'avais un job qui me plaisait, j'avais des collègues avec qui ça se passait super bien. J'étais dans une boîte assez importante, donc j'aurais potentiellement pu faire ma carrière là-dedans. Et du coup, bah, une fois que tu as commencé ta carrière et que ça se déroule pas trop mal, bah, tu t'embourgeoises un petit peu et c'est compliqué de faire des choix un petit peu radicaux. Et finalement, c'est ma femme qui m'a un peu poussé. À un moment, si tu veux, on avait les économies pour faire quelque chose. Mhm. Donc en gros, la suite logique, c'était de s'endetter 20 ans pour acheter un appart avec l'apport qu'on avait. Ouais. Un jour ou l'autre allait venir la question des enfants. Moi, ça faisait 5 ans que j'étais dans ma boîte, j'avais pas un peu fait le tour. C'était peut-être le moment d'aller voir ailleurs. Donc tu vois, on était un peu à un tournant. Et c'était soit le moment de partir en tour du monde et réaliser mon rêve, Ou c'était soit soit on allait s'embourber dans d'autres. définitivement s'installer à Paris en s'endettant, en changeant de boulot, pourquoi pas en faisant un enfant. Donc on était un peu au tournant. Ouais. Et puis on s'est dit, et puis en plus de ça, inconsciemment, même si, alors non, c'était plus conscient qu'inconscient, mais la vie parisienne, moi, ça me convenait pas plus que ça. Mhm. Je suis pas parisien de base et bah, je me suis rendu compte que, alors oui, j'étais bien payé, oui, j'avais un job qui me plaisait, mais je passais 2 heures dans les transports dans des conditions assez abominables. Je prenais la ligne 13, pour ceux qui connaissent, ils savent à quel point c'est une horreur. On bossait beaucoup, donc on rentrait assez tard le soir, on faisait pas grand-chose. Le week-end, ben, on était tellement épuisé qu'on faisait grasse mat et le samedi, on faisait plus grand-chose. Donc bref, c'est assez horrible de dire ça parce qu'il y a tellement de personnes qui galèrent, qui sont mal payées, voire qui sont au chômage, mais nous, on n'avait pas du tout ces problématiques-là. Mhm. Et malgré tout, notre vie nous convenait pas plus que ça. Et donc voilà, tout ça en fait que on s'est dit, bah voilà, c'est le moment ou jamais de partir. Et ben, on a décidé de partir. Et ça s'est fait dans de très bonnes conditions puisque moi, j'ai pu poser un congé sabbatique. Pour ceux qui connaissent pas, à partir un certain nombre d'années d'ancienneté, on peut demander un congé sabbatique entre 3 et 11 mois maximum. Et du coup, pendant ces 3 à 11 mois, on fait ce qu'on veut. On peut même bosser pour une autre boîte si on le souhaite, non concurrente de l'employeur actuel, mais la plupart des gens, bah, ils font ça pour partir en voyage. Et à l'issue de ce congé sabbatique, bah, on peut revenir dans notre boîte et notre poste et notre salaire nous attend. Donc c'est un moyen de partir sans prendre de moindre risques. C'est Puisque intéressant ça, je ne savais pas. bah, je savais que mon job m'attendait en suivant. Ma femme, pour le coup, elle n'avait pas assez d'ancienneté, donc elle a fait le choix de démissionner. D'accord. Mais du coup, ça permet de partir en totale sérénité, puisqu'on n'est pas à la moitié du voyage, on n'aurait pas été en mode merde, dans Va 6 falloir mois, rentrer, voilà, d'accord, il ok. va falloir rentrer, il va falloir retrouver un job, qu'est-ce qu'on fait? Bah c'est On intéressant, tu était vois, en je totale. connaissais pas du tout ce système de congé sabbatique. Moi j'ai eu de la chance d'éviter beaucoup, beaucoup de tout ça. J'ai pu partir avant tous ces problèmes. Et donc du coup, donc vous avez fait votre premier tour du monde, celui qui t'a un petit peu, qui t'a ouvert un peu les yeux sur le fait que c'était vraiment ce que tu voulais faire, ou du moins pendant un certain temps. Et c'était quoi les premières difficultés que vous avez rencontrées? Donc au moment où vous avez dû mettre en place votre consulting, ou qu'est-ce qui a été compliqué pour vous au début? Alors nous, on a la chance qu'il n'y ait pas grand chose de compliqué, déjà parce que j'avais déjà une structure, puisqu'en parallèle de mon activité salariée, je faisais un petit peu de consulting. Alors c'était pas grand chose, mais je faisais quelques missions, je faisais quelques formations. Donc j'avais déjà une petite structure, j'avais déjà quelques clients. Et ensuite, notre parcours professionnel fait qu'on a un réseau professionnel qui nous a beaucoup aidé, puisque bah, quand tu es en agence, bah, tes collègues, bah, ils restent pas en agence éternellement. Ensuite, ils vont devenir responsables SEO, dans mon cas, chez l'annonceur.
Euh, Puis moi j'ai fait 5 ans dans une boîte assez importante qui en plus n'allait pas forcément très bien, donc il y a beaucoup de gens qui sont partis. Donc tu vois, j'avais des anciens collègues de ma période agence, puis de ma période de 5 ans dans une grosse boîte qui étaient des clients potentiels. Donc alors je me rappelle plus exactement à quelle date on s'est dit qu'on allait devenir nomades digitaux. Mais je pense que c'était à peu près la moitié de notre tour du monde. Et D'accord. donc là, j'ai commencé à reprendre quelques contacts de manière informelle avec soit des anciens clients, soit des anciens collègues, ou en tout cas des gens qui pourraient devenir des clients. Mhm. Et assez rapidement, j'ai signé un contrat, alors pas énorme, mais qui me permettait d'avoir de la visibilité sur quelques mois. Et dès lors que j'ai eu ce contrat, je me suis dit c'est bon, je peux rentrer en France, démissionner de mon job actuel, manger du saucisson et du fromage, dire bonjour à la famille et puis repartir. Et c'est effectivement ce qui s'est fait puisqu'on est rentré en mai 2017. On est resté un mois en France et puis on est reparti tout de suite. D'accord. Et donc du coup, tes premiers clients, c'était du bouche à oreille. En fait, c'était déjà ton réseau professionnel qui était déjà bien, comment dire, bien élagué. Et donc, tu as juste retrouvé quelques contacts pour souscrire un contrat. C'est ça. Et même aujourd'hui, 99%, pour pas dire 100%, c'est soit des connaissances, soit des recommandations. On a la chance énorme aujourd'hui de ne pas avoir à faire de démarches commerciales pour trouver des clients. Et du coup, c'est vraiment génial parce que déjà nous, on n'est pas forcément des bons commerciaux, on Vous n'est pas êtes plus forcément bons technicien. là-dedans. On est plus des techniciens, Mhm. des opérationnels. Le travail commercial, c'est rébarbatif, ça prend beaucoup de temps. Et en plus de ça, du coup, on travaille principalement avec des gens qu'on connaît déjà. Et du coup, ça facilite beaucoup le travail à distance, puisque c'est un vrai sujet. Travailler à distance avec des gens qu'on connaît pas du tout. Enfin, on doit instaurer un climat de confiance qui est sûrement un petit peu long à trouver. Nous, on n'a pas du tout cette problématique puisque quasiment tous les gens avec qui Tout on était déjà travaille, fait, quoi. on les connaît, on les a déjà vus physiquement. En vrai, on les connaît. Et les quelques-uns qu'on connaît pas de manière physique, de manière réelle, nous ont été recommandés par d'autres personnes. Donc, ça facilite beaucoup la relation. Ok, d'accord. Et donc, du coup, quelle a été votre première destination en tant que digital nomade? En tant que nomade digitaux, on a commencé par l'Europe centrale, puisque D'accord. c'était. Alors, on venait de faire un tour du monde, mais on s'est rendu compte que l'Europe, il y avait plein de zones qu'on connaissait pas. J'adore l'Europe. Il y a encore plein de trucs à voir là-bas. Et donc, effectivement, on a commencé par l'Europe centrale en été pour que ce soit le climat soit bon. Et donc, on a fait un mois à Cracovie, en Pologne. Puis, on a fait un mois à Prague, en République tchèque. Puis, un mois à Budapest, en Hongrie. Et enfin, un mois à Bucarest, en Roumanie. Et alors les trois premières destinations, on a adoré. C'est vraiment des villes Oui, somptueuses, j'y les suis gens allé sont aussi. C'est charmants, génial. c'est vraiment génial. La Roumanie, Bucarest, on a moins apprécié. Et je pense que si on va vivre un mois en Roumanie, il faut pas rester un mois à Bucarest, qui est une ville pas très jolie, pas très, alors de notre point de vue en tout cas, pas très Oui, oui. intéressant. Et il y a apparemment des choses absolument merveilleuses à découvrir en Roumanie, mais sur Bucarest en tout cas, ça nous a pas plus que ça. Et donc, du coup, comme vous l'avez dit, vous gardez un petit peu ce modèle de voyager, de rester dans une ville un mois et ensuite de changer de pays ou changer de ville? Alors pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on était en tour du monde, nous on était vraiment à un rythme effréné, puisque là l'objectif c'est de voir le maximum de choses. On se disait on a un an de notre vie où on est en liberté totale, donc faut en profiter un max. Et du coup on était sur un rythme où on changeait d'endroit, alors pas d'endroit, de ville tous les 3 4 jours en moyenne. Donc c'était un rythme effréné. Ouais, c'est ce que Et je fais du en ce coup moment en Malaisie. c'est ce que tu fais en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Alors, je sais pas depuis combien de temps tu fais ça, mais tu vas t'apercevoir qu'au bout d'un moment, c'est fatigant. En tout cas, Bah, au bout d'un, ouais, au sorte bout que d'un an, on était fatigué par ce rythme-là. ça me fatigue déjà un petit peu là. En fait, je suis resté 2 mois à Kuala pour travailler et là pour mon dernier mois de visa, en fait, je fais un petit tour de la Malaisie. Donc là, je suis en train de faire 3 4 jours dans cette ville, ensuite celle-ci, et ainsi de suite. Et en fait, ça me fatigue déjà alors que je suis à peine à la deuxième, quoi. D'accord. Alors, oui, c'est clair que ce rythme de 3 4 jours par endroit, d'une part, c'est hyper fatigant. D'autre part, c'est ce qui te coûte le plus cher. Et enfin, c'est impossible de bosser avec ce rythme-là.
Enfin, s'il y en a qui arrivent, je les admire parce que je sais pas comment ils font. Ouais, pour l'instant, je galère aussi. C'est compliqué. Et du coup, on a commencé en se disant, bah, on va prendre un rythme d'un mois à chaque endroit, ce qui nous permet de nous poser un petit peu, de bien travailler dans de bonnes conditions, d'apprendre à connaître l'endroit, de le sentir, d'avoir nos petites habitudes. Et puis c'est un format qui fonctionne pas mal, mais je pense qu'on va l'étendre, on va augmenter un petit peu ce format. Et assez rapidement, on va passer à un mois et demi ou 2 mois à chaque endroit. Puisque mine de rien, comme maintenant on travaille en parallèle, on n'est plus en mode uniquement tourisme découverte, bah, finalement c'est un petit peu la course et à chaque fois on se dit zut, on va pas avoir le temps de faire ci, de faire ça, il faut qu'on se dépêche. Oui, c'est vrai que Et, c'est embêtant qu'on est dans le rush comme ça. et du coup je me suis aperçu, c'était marrant, c'était il y a quelques semaines, en plus on était au Japon, un pays bien cher en loyer, enfin en tout, en transport et tout. Et il y avait une période, une semaine où je me suis dit, j'ai juste envie de rien faire. Et tu culpabilises en te disant, bah merde, t'es au Japon, tu payes super cher. Il y a plein de gens qui rêveraient d'être ici pendant un mois. Et toi, t'as juste envie de rester sur ton canapé à rien faire. Et enfin, du coup, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de période où on glande, où on fait rien. Et je me rends compte que bah, de temps en temps, ça fait du bien et que j'en ai un peu besoin. Et du coup, je pense qu'en restant plus longtemps à chaque endroit, on aurait davantage la De possibilité de moments se pour se reposer. permettre, sans culpabiliser, de Oui, se voilà, c'est dire, ça. bah, là, pendant ce week-end, là, je fais rien. Je reste sur mon canapé et je regarde Netflix sans que je me sente obligé d'aller visiter tel ou tel endroit. Ok, et donc du coup, comment tu fais pour gérer, bah, par exemple, je veux dire ta semaine typique? Tu te réserves par exemple le matin pour travailler et puis visiter un petit peu l'après-midi? Ou alors comment tu fonctionnes? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est généralement, on travaille en début de semaine. Et l'idée, c'est que du lundi au mercredi, on est en mode boulot. Et donc, le mode boulot à fond, quasiment en heure de bureau. On serait Mhm. dans un bureau à la Défense, ce serait presque pareil. L'avantage de bosser toute la journée, c'est que quelle que soit la zone où on est dans le monde, il y aura forcément un créneau en commun avec les heures du bureau français, Oui. puisqu'aujourd'hui tous nos clients sont français et qu'on a quand même besoin d'interagir assez régulièrement, à faire des calls, ce genre de choses. Donc en bossant toute la journée, qu'on soit en Europe, en Asie ou en Amérique, il y aura forcément quelques heures dans la journée qui seront un créneau commun avec la France. Et donc ça nous permet du lundi au mercredi d'être vraiment en mode boulot et de penser quasiment qu'à ça. Et le reste de la semaine, donc ça nous fait un très long week-end du jeudi au dimanche où on essaye de ne plus penser du tout au boulot et là on le consacre aux visites, aux découvertes et puis bientôt à la glandouille quand on pourra se le permettre. Euh, donc voilà, c'est le rythme qu'on a actuellement, qu'on essaie plus ou moins de respecter. C'est jamais facile quand on est enfin, quand on a notre propre boîte, quand on a notre compte, c'est jamais facile de complètement couper avec le boulot. Mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Ok, d'accord. Et donc du coup, on a passé un peu l'aspect boulot. Comment vous faites pour voyager? Je veux dire, par exemple, qu'est-ce que vous avez comme bagage? Est-ce que vous êtes plutôt backpackers avec un gros sac à dos ou alors vous avez quand même une valise avec beaucoup d'affaires? Comment vous gérez votre matériel? Alors, pendant le tour du monde, était vraiment en mode backpack. Donc, on avait tous les deux notre sac à dos qu'on traballait partout. Quand on est passé en mode nomade, on s'est dit que ce serait quand même plus pratique d'avoir une valise avec des roues qu'on n'est pas obligé de mettre sur notre dos. Et comme on change tous les mois, c'est beaucoup plus gérable. Autant, je regrette pas du tout d'être parti en backpack en tour du monde. Je vois pas du tout comment on aurait pu se débrouiller avec une valise. Autant, avec le rythme qu'on a maintenant, c'est beaucoup plus faisable. Et donc, en gros, on a une valise relativement grosse. On a une valise qu'on peut mettre en, dans l'avion, merde, je trouve plus le En mot, cabine? mais en cabine, tu m'as Mhm. compris. Et donc en cumulé, ça nous fait, moi ma valise qui est la plus grosse, quand elle est au max, elle fait 20 kilos. Celle de ma femme, elle fait 10 kilos quand elle est au max. Donc plus ce qu'on a dans les sacs à dos, on doit être à, je sais pas, 35 kilos de bagages à peu près. Oui, bon après vous êtes deux quand même, hein, On est deux Oui. et c'est pas énorme, hein. Oui, En j'ai des gens partant qui font autour du bien monde, pire. ouais, en partant autour du monde, on est rentré un peu de manière forcée dans un
dans une organisation minimaliste, où on est vraiment Mhm. le minimum possible. Et alors là, on s'est accordé un peu plus d'extra en s'offrant un peu plus de confort. Mais moi, j'apprécie vraiment ce côté minimalisme, même s'il peut paraître imposé. Moi, j'aime beaucoup cette démarche. Et Oui, du moi coup, aussi beaucoup. on essaye d'y rester, même si c'est pas toujours facile quand tu es en Corée ou au Japon, qui sont des temples de la consommation avec plein de produits que tu découvres qui sont absolument fantastiques. C'est pas forcément facile de rester dans cette démarche. Mais l'avantage, c'est qu'on est quand même contraint par le poids qu'on peut mettre dans les avions. Généralement, quand on prend des compagnies low cost, on a droit à 15 kilos chacun. Et donc là, on est à la limite. C'est parfait. Si on rachète des choses, on est obligé de séparer d'autres. Et donc c'est une démarche qui nous va très bien, de ne pas être obligé de s'encombrer. En fait, on s'est Et de aperçu cumuler les biens au fur et à mesure. enfin, c'est complètement dingue parce qu'on est resté 10 ans à Paris. On avait quand même des apparts qui étaient pas des châteaux, hein, c'était des petits apparts parisiens. Et quand on a dû se séparer de tout ce qu'on avait pour partir en tour du monde, on s'est aperçu à quel point l'accumulation de biens était catastrophique. Pour l'instant, et pourtant, on n'avait pas l'impression et je pense qu'on n'était pas des gros consommateurs. Mhm. Enfin, on n'est pas hyper matérialiste, mais malgré tout, petit à petit, j'ai accumulé énormément de choses. Et petite anecdote marrante, c'est que on s'est vraiment séparé de tout. Alors on a soit vendu, soit donné, soit jeté à 90% de nos possessions en partant autour du monde. Et on avait gardé 5-6 cartons de choses qui nous paraissaient absolument impossibles à séparer et qu'on a laissé chez nos parents. Et au bout d'un an de tour du monde, bah, quand on est revenu faire le tri de nos affaires, on s'est encore séparé de 90% de ce qui nous paraissait absolument impossible à quitter un an auparavant. Donc un tour du monde, ça te change pas mal. Et sur l'aspect matérialiste, c'est assez génial de se dire Qu'au final, finalement on on n'a peut pas besoin beaucoup de d'autant en choses fait. pour vivre. Et pour le coup, comme on vit avec beaucoup moins, on se permet d'acheter des choses de bien meilleure qualité. Et quand on a besoin de quelque chose, on est moins regardant sur la dépense. Et puis on essaie vraiment de s'acheter des choses d'excellente qualité qui va durer dans le temps et qu'on aura plaisir à utiliser au quotidien. Ok, d'accord. Et bah écoute, déjà c'est super tout ce que tu nous racontes là, mais du coup, est-ce que vous êtes fixé une date limite à ce trip-là? Pour toi, enfin pour vous, qu'est-ce que va être la fin de votre, comment dire, de votre épisode Digital Nomade? Alors, j'en sais rien. J'en sais rien. Ce qui est génial dans ce mode de vie, c'est que bah, tu es libre. Donc, si ça te plaît, tu es libre de continuer. Si t'en as marre, t'es libre d'arrêter. Donc, on s'est pas donné de date limite. Je pense que la façon dont ça va se faire, c'est qu'au fur et à mesure, on va allonger les étapes. Donc là, je te disais qu'on est à 30 jours et qu'on allait sûrement passer à un mois et demi. Bah, je pense que petit à petit, on va peut-être passer à 2 mois, 3 mois, 6 mois, j'en sais rien. Et peut-être qu'un jour, on arrivera à un endroit où on aura un coup de cœur Un petit énorme et on se paradis, dira, quoi, bah, ouais, où vous allez cette vouloir vous fois-ci, installer. c'est ici qu'il faut rester et on reste. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Oui, puis c'est marrant Et parce que tout le monde peut-être a à qu'au peu contraire, près. pardon. Vas-y. J'allais dire juste que peut-être qu'au contraire, au bout de quelques années, la France nous manquera vraiment et on voudra rentrer en France. Donc, tu vois, pour le coup, on n'a aucun plan de prévu. On se laisse porter et on verra où ça nous mène. Ouais, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en parler de ça, de comment certains digital nomades voyaient un petit peu la fin. Et ils me racontaient tous que bah, ils savaient pas très bien et que c'est aussi l'avis que je partage, c'est que moi je vais voyager tant que je trouve peut-être vraiment un endroit avec lequel je vais avoir un coup de cœur terrible et l'endroit où je vais vouloir vraiment m'installer sur, cette fois-ci sur du long terme. On a tous à peu près les mêmes idées à ce sujet-là. Et c'est ça qui est génial parce que, alors pour le coup, nous on a aussi, comme c'était notre projet initial, on a rencontré pas mal de gens qui avaient fait alors 6 mois, un an, 2 ans de tour du monde, et tous nous racontaient à quel point c'était horrible de revenir dans sa vie d'avant, à soit reprendre son job, soit en rechercher un nouveau, rechercher un logement, parce que souvent les gens quittent leur appartement. Et ce côté, et du coup les derniers jours, les dernières semaines, les derniers mois, c'était une déchirure parce qu'ils sentaient le retour arriver. Et du coup, nous, on a eu la chance de pas vivre ça parce que assez rapidement, on savait qu'on allait continuer.
Mais du coup, le mode de vie nomade où on est libre de notre localisation, c'est absolument génial parce que bah, si un jour ça doit prendre fin, c'est parce qu'on l'a souhaité, parce qu'on a marre, parce qu'on veut retourner en France, parce qu'on a décidé de s'installer à tel endroit. Mais c'est pas contraint, quoi. C'est choisi. Et même si demain le business qu'on avait fonctionnait moins, aujourd'hui on a la chance que ça sonne plutôt bien, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et même si on était amené à moins gagner d'argent qu'aujourd'hui, mais on pourrait assez facilement aller vivre dans des endroits avec un mode de vie peu Vraiment peu cher, cher, comme en Asie du alors, Sud-Est. Là où je suis exactement, c'est actuellement, souvent c'est ça qui hallucinant. revient. En plus, ma femme est originaire du Vietnam, donc elle a encore de la famille là-bas, donc ce serait très facile pour nous Ah oui, c'est vrai, vous d'aller vous y vivre au installez. Vietnam pour alors s'y installer ou au moins si on avait si on était en manque d'entrée d'argent, on pourrait très facilement aller vivre là-bas quelques mois pour 3 fois rien. Donc aujourd'hui, la continuation ou l'arrêt de notre mode de vie nomade, c'est uniquement parce qu'on a envie de continuer ou parce qu'on a envie d'arrêter, quoi. Ce sera votre Il n'y a choix. aucune contrainte. Ok, d'accord. On arrive déjà un petit peu à la fin de la feuille de route que j'ai faite. Et du coup, ce serait quoi, toi, pour le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a envie d'avoir le même mode de vie que toi? Où est-ce que tu le guiderais pour la première fois? Alors, excellente question. Ça dépend évidemment beaucoup du contexte de la personne, de son métier, où elle en est dans sa carrière. Mais moi, je pense que le parcours qu'on a eu, même s'il n'a pas été organisé à la base pour devenir nomade digitaux, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu le format presque parfait, puisque bah, en entrant en agence, on a bossé comme des malades, mais on était payé en lance-pierre. En plus, c'est souvent ça en agence. Tu bosses comme un chien, t'es mal payé, mais t'apprends énormément de choses en peu de temps. Et en plus, tu te fais des contacts. Donc, tes contacts, ça va être les clients que tu traites, les collègues que tu as, qui demain, bah, potentiellement, peuvent devenir des clients de ton propre business. Pareil, en entrant dans une grosse boîte, moi, j'ai encore développé des compétences, j'ai encore acquis un réseau professionnel, mais j'ai aussi acquis une certaine forme de notoriété et en tout cas de reconnaissance dans mon domaine d'activité. Et aujourd'hui, bah, les contacts, les connaissances, le réseau professionnel et plus la forme de notoriété que j'ai acquise a fait pardon que ça a été hyper facile pour moi de devenir nomade. Et donc bah alors forcément c'est le parcours que j'ai connu et qui s'est plutôt bien déroulé pour moi. Voilà, si quelqu'un devait se lancer en partant de zéro, je lui recommanderais de se créer des compétences dans un domaine d'activité web qui soit gérable à distance, d'entrer en agence, il y a des agences dans ce domaine-là pour apprendre à fond et développer des réseaux de connaissances. Je pense que c'est un bon format alors qui se fait pas instantanément, hein, ça va prendre quelques années, mais je pense que c'est un excellent format pour pas Pour partir à débuter. l'abordage de zéro, parce qu'il y en a beaucoup qui partent à l'abordage en se disant, bah ça y est, je pars et je vais voir comment ça se passe. Sauf que tu peux pas en partant de zéro, enfin tu peux pas. Il y en a qui le font, mais c'est quand même compliqué en partant de zéro de se développer un business soit en ligne, soit en devenant consultant. Je pense que c'est beaucoup plus sécure et t'as beaucoup plus de chances de réussite si tu as déjà travaillé là-dessus auparavant et que tu pars pas de zéro. Ok, d'accord. Bah écoute, merci beaucoup. Juste avant qu'on clore cette conversation, où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Je sais que tu as déjà un blog et donc je mettrai le lien de ton blog partout où je vais pouvoir le mettre. Et où est-ce qu'on pourrait te suivre encore si on veut te voir un peu? Donc on a effectivement un blog tourdumonde5continents.com, donc tu mettras le lien, où là pour le coup c'est vraiment un blog voyage, alors c'est avant tout pour nous, pour garder trace de tout ce qu'on a la chance de vivre. Mais il y a aussi une petite section nomade digital avec des conseils, des témoignages qui peuvent intéresser ceux qui veulent le devenir. Et ensuite mon réseau social principal c'est Twitter, donc Jean Benoît sans tirer, sans espace. LinkedIn éventuellement. Et alors si vous voulez communiquer, vous pouvez aussi passer par Facebook, mais pour le coup, je réserve
principalement Facebook pour la partie privée. Donc par chat, il n'y a pas de souci. Mais m'ajoutez pas en mode ami, je vous accepterai pas. Ça marche. Bah écoute Jean-Benoît, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu viens de nous raconter. Bah, je t'en prie. Puis bah, ravi d'avoir inauguré ton podcast. J'espère qu'il aura beaucoup de petits. Bah écoute, c'était un vrai plaisir de t'avoir ici. Je te souhaite plein de bonnes choses pour le futur. Et puis j'espère pouvoir te dire un jour, bah rendez-vous quelque part dans le monde, hein. Oui, bah d'ailleurs, il faudra qu'on compare nos itinéraires parce que bah, si on a l'occasion de se croiser, ce sera avec plaisir. Ce serait qu'un grand plaisir Jean-Benoît. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci à toi aussi. Salut. Salut. Donc voilà qui clôture l'épisode. J'espère que ça t'a plu. Il faut que tu saches que comme c'est le premier épisode, évidemment rien n'est parfait et tout est à améliorer. D'ailleurs, pour le lancement du podcast, je souhaite me lancer un petit défi que je pense réalisable, qui est de faire un podcast par jour pendant une semaine. Voilà, donc moi là je suis en train de vivre ma dernière journée en Malaisie. J'y ai passé 3 mois et d'ailleurs la Malaisie va être le sujet d'un des prochains épisodes du podcast parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce pays. Et donc demain je m'envole déjà pour Taïwan. Donc d'ici là, j'aimerais que tu me laisses un avis sur quelconque plateforme sur laquelle tu m'écoutes ou même un commentaire. Et aussi tu peux également suivre l'Instagram du podcast, donc c'est de Digital Hobo, donc THE_digital_hobo, digital à l'anglaise, hein, donc il n'y a pas de E. Et puis sur ce, je te souhaite déjà de bien te porter et puis on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Salut!